Même si on a une écurie qui domine et qu'on a une réglementation qui techniquement ne plaît pas forcément à tout le monde, je trouve que ce Grand Prix m'a tout de même agréablement surpris sur beaucoup d'aspects. Et il y a deux pilotes, notamment sur lesquels je veux absolument revenir. Un pilote Mercedes et un pilote Ferrari. Je pense que vous savez déjà de qui je parle si vous avez vu ce Grand Prix. Mais on va pas passer les étapes. On va directement partir sur un court résumé de la course. Bien sûr, hein, je vais enlever certains détails, puisque j'y reviendrai dans la seconde partie avec les top flops de ce Grand Prix. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous connaissez d'ores et déjà la chanson. Pour ce, on ne perd pas de temps. Mais juste avant qu'on commence avec le résumé de ce Grand Prix, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Vous savez, parfois, une voiture a l'air parfaite, mais avant de l'acheter, c'est toujours mieux, on va dire, de connaître le passé de cette voiture, parce que ça serait dommage de se retrouver avec une voiture qui a autant de problèmes que la Aston Martin en Formule 1. Alors oui, le tacle était gratuit, mais c'est vrai, dans la vie de tous les jours, quand tu achètes une voiture, tu n'as pas 200 ingénieurs qui sont capables d'analyser l'historique de la voiture. Et c'est justement là que le sponsor de cette vidéo va être super utile. Je parle bien évidemment de Car Vertical. Le principe est extrêmement simple. Vous rentrez tout simplement la plaque d'immatriculation de la voiture qui vous intéresse et Car Vertical va pouvoir vous générer un rapport complet, l'historique complet de cette voiture, puisque vous le savez très bien, beaucoup de voitures d'occasion cachent généralement une histoire et c'est toujours mieux de découvrir cette histoire avant d'acheter. Donc Car Vertical va donc récupérer pour vous des données dans plus de 900 sources, dans plus de 30 pays différents et le rapport peut révéler par exemple des accidents passés, une manipulation du kilométrage, si la voiture a été déclarée volée, oui, ça peut être très intéressant de le savoir avant d'acheter une voiture. Et parfois, tout dépendra du rapport, mais vous aurez même accès à d'anciennes photos du véhicule. Et si jamais, dans l'éventualité où cette voiture n'a pas d'historique, et si le rapport ne trouve aucune donnée, Car Vertical vous rembourse automatiquement vos crédits, donc vous ne perdrez strictement rien. Donc si le site vous intéresse les amis, je vous invite à vous rendre sur le lien dans la description. Vous obtiendrez 20% de moins sur les rapports de Car Vertical avec le code RAMIF1, donc n'hésitez pas à aller checker. Sur ce, je remercie Car Vertical pour leur confiance et on est reparti pour la vidéo. Avant qu'on enchaîne avec le résumé de la course, tout de même un petit mot sur la course sprint qui s'est déroulée lors de la journée du samedi, et c'est ni l'autre que George Russell qui est venu remporter cette course sprint. Il est suivi par Leclerc et Lewis Hamilton. On peut retrouver Andrea Kimi Antonelli à la 5e position, mais ça ne va pas s'arrêter là pour le jeune pilote italien, puisque le jeune pilote italien il s'est dit bon, en course sprint, ça s'est pas super bien passé pour moi, j'ai perdu énormément de positions au départ, donc il faut que je m'élance un petit peu plus haut sur la grille. Eh bien, ça n'a pas manqué puisqu'il a pris la pole position et il est donc devenu le plus jeune poleman de l'histoire de la F1 devant Sébastien Vettel. Donc il prend la pole devant son coéquipier George Russell. George Russell qui a connu quelques petits problèmes en qualif. Ça nous a montré les premiers signes de vulnérabilité de cette W17, mais ça ne va pas l'arrêter puisqu'il va tout de même prendre la P2. Hamilton en 3e position, on sait qu'il affectionne tout particulièrement ce Grand Prix, suivi par Charles Leclerc, puis ensuite suivi par les deux McLaren. Donc on en arrive désormais à la journée du dimanche et là on apprend plusieurs nouvelles, des nouvelles qui vont pas faire plaisir à tout le monde. Tout d'abord l'abandon des deux McLaren pour un problème sur le système électrique, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais oui, la situation est tout bonnement catastrophique aujourd'hui chez l'écurie britannique. Donc on est parti directement pour le départ de ce Grand Prix et on peut voir un très bon départ comme attendu des deux Ferrari. Donc ils prennent directement la P1 et la P2. Ça ne va pas durer puisqu'ils se feront dépasser quelques tours plus tard, 3 tours plus tard, par les deux Mercedes qui reviennent tout simplement comme des bombes, comme des fusées. Après cela, les écarts vont commencer, vous savez, à se stabiliser, mais il y aura une première safety car et la seule safety car de ce Grand Prix, une safety car causée par Lance Stroll. Donc beaucoup de pilotes vont en profiter pour entrer au stand, dont les leaders. On avance aux alentours du 25e tour et là on pourra avoir une superbe bataille entre les deux Ferrari. Petit détail à savoir tout de même, lors du restart, Russell a perdu énormément de positions. Voilà, il a eu du mal à trouver le bon grip avec les pneus durs, donc il s'est retrouvé directement derrière les deux Ferrari et on a assisté à un superbe spectacle entre les deux pilotes Ferrari. Les deux pilotes Ferrari se sont énormément battu sur plusieurs tours jusqu'au 30e tour, ce qui a permis également à George Russell de pouvoir de plus en plus se rapprocher et donc de dépasser les deux Ferrari. Et sans oublier que ça aura permis aussi à Andrea Kimi Antonelli de prendre le large face aux pilotes de derrière. Au niveau stratégique, j'en ai pas parlé, mais la stratégie à un arrêt était vraiment la meilleure option. La plupart des pilotes se sont élancés en pneus médium puis ont chaussé les hard, sauf par exemple certaines équipes telles que Red Bull qui a tenté le pari des softs. Après ces événements, ce qui animera
animera la course jusqu'aux 3/4 de ce Grand Prix, c'est bien sûr la bataille entre les pilotes Ferrari. Les pilotes Ferrari ne vont pas se lâcher. Hamilton qui défend sur Charles Leclerc qui dépasse Hamilton qui redépasse Charles Leclerc. Même une bataille qui s'est déroulée sur un secteur entre les deux pilotes. Les fans de Ferrari ont dû serrer les fesses à ce moment-là puisque les deux n'étaient vraiment pas loin du contact. On aura d'autres événements comme un accrochage entre Esteban Ocon et Franco Colapinto ou même l'abandon, le malheureux abandon de Max Verstappen. Mais au bout, les amis, de ces 56 tours aujourd'hui à Shanghai, victoire d'Andrea Kimi Antonelli, première victoire du pilote italien en Formule 1. Il est le deuxième plus jeune vainqueur de Grand Prix de l'histoire de la F1 derrière Max Verstappen. Il est suivi par son coéquipier George Russell, suivi par Lewis Hamilton qui signe enfin son premier podium avec la Scuderia Ferrari. Bon, du coup les amis, on est parti directement pour les top flops et n'oubliez pas de me laisser les vôtres comme toujours dans les commentaires. Alors j'aimerais commencer par un pilote que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi est-ce que j'affectionne ce pilote? Parce que il représente, vous savez, quand il est arrivé dans le sport, il représentait le petit gamin, le gamin qui était par moments critiqué, que certaines personnes trouvaient surcoté, parce que c'était un choix risqué de la part de Toto Wolff de ramener un aussi jeune pilote, surtout pour remplacer un septuple champion du monde. Et aujourd'hui, il a une fusée entre les mains, il a une voiture gagnante, il a la voiture référence du plateau, et il montre qu'il est capable de l'utiliser. Donc premier top sans aucune hésitation, et c'est mon pilote du jour, Andrea Kimi Antonelli. Le week-end n'a pas commencé d'une manière très simple pour le jeune pilote italien, mais il a su montrer qu'il avait le rythme et également qu'il avait le rythme quand son coéquipier n'était pas présent. Je pense par exemple lors de la Q3. Russell a eu quelques soucis, tout reposait, on va dire les espoirs de Mercedes reposaient sur les épaules d'Andrea Kimi Antonelli. Donc il va venir prendre la pole position, il prend un plutôt bon départ, il défend très bien sur son coéquipier, puis ensuite on ne va plus le voir, il va toujours garder un rythme assez constant. Bon, il va être un petit peu titillé par les Ferrari en début de course, mais même que ce soit au restart il va directement créer l'écart, donc une course maîtrisée de bout en bout. Bon, il y a eu une petite frayeur au 53e tour, mais c'est normal. Là, Shanghai est un circuit qui use énormément les pneus, donc on pouvait s'y attendre. Les Mercedes se sont arrêtés très tôt, tout comme les Ferrari. Donc félicitations à Andrea Kimi Antonelli qui m'a mis les larmes aux yeux pratiquement à la fin de ce Grand Prix. Ça m'a ému de le voir pleurer comme ça. On sent tous les efforts, le travail et surtout la pression qui avait été mise sur lui dès son arrivée chez Mercedes. Et croyez-moi que cette victoire, je pense et j'espère pour lui que ça va le libérer sur énormément d'aspects. Rappelons qu'il est tout de même très jeune et en plus de cela, il vient sans aucun doute de se libérer d'un poids énorme. Parce que quand tu as la meilleure voiture du plateau et surtout que tu es italien, tu te dois de gagner des courses quand même. Tu te dois de gagner des courses. Je pense qu'il a dû le ressentir, cette pression, Andrea Kimi Antonelli. Donc là, au moins, c'est fait. Il a gagné son premier Grand Prix. Et je pense que l'avenir s'annonce radieux pour le jeune pilote italien. Pour la petite information, cela faisait plus de 20 ans qu'un Italien n'était pas monté sur la plus haute marche du podium. Donc, encore une fois, félicitations à Andrea Kimi Antonelli. Deuxième top que je vais mettre dans la foulée, à peu près pour les mêmes raisons. Il a fait un très bon Grand Prix, une très bonne gestion pneumatique, une très bonne gestion de course. Il a profité de la bataille des Ferrari pour les dépasser un petit peu plus rapidement, on va dire, parce que je pense qu'il les aurait dépassés quoi qu'il arrive. C'était vraiment très compliqué pour les Ferrari de pouvoir contenir la Mercedes, surtout à la mi-course après la safety car. Donc George Russell dans les tops, il est parti deuxième, il est arrivé à la deuxième position, il est venu gagner la course sprint, donc il reste leader du championnat. On continue directement avec Ferrari, troisième, quatrième, donc Lewis Hamilton à la troisième position, suivi par Charles Leclerc, quatrième. Il n'y avait rien de mieux à aller chercher, le rythme de course C'était léger, par rapport à Mercedes, on s'y attendait, on était sur un circuit avec de longues lignes droites, même si Ferrari gagne beaucoup de temps dans les virages, c'était beaucoup trop juste, Tout le temps que tu gagnes dans les virages, tu vas forcément le perdre dans les lignes droites, donc pour rattraper et même pour contenir les Mercedes, trop compliqué, sans aucun doute. Maintenant, j'ai adoré leur combativité, j'ai adoré la combativité des deux pilotes, que ce soit avec George Russell en début de course, que ce soit avec George Russell après la safety car, ou même que ce soit entre les deux pilotes. Ferrari, je vous avoue qu'ils m'ont donné quelques petites sueurs. J'avais un petit peu peur du contact. Donc oui, une bataille qui aura duré très longtemps entre les deux pilotes Ferrari. Maintenant, si je reviens sur certains aspects extérieurs chez la Scuderia Ferrari, honnêtement, je suis plutôt rassuré sur certains aspects. Maintenant, il manque, encore une fois,
beaucoup de rythme. Il y a certaines lacunes qui sont présentes, des lacunes que la Mercedes W17 n'a pas. Je pense par exemple à un manque de vitesse en ligne droite, pas assez de puissance à la sortie de certains virages. À la sortie du virage 13 pour Lewis Hamilton, c'était trop compliqué, hein. Il s'est plaint à de nombreuses reprises lors du Grand Prix d'un manque de puissance et trop de dégradation. Alors l'aspect de la dégradation, je pense qu'on peut le mettre un petit peu en interrogation, hein, parce que j'imagine que Ferrari attaque beaucoup plus également pour rester au même niveau de performance que la Mercedes en rythme de course. Et Ferrari est en apprentissage. Ferrari sont dans l'apprentissage dans le sens où je les ai vus beaucoup plus à l'aise en qualification, parce que là, à Melbourne, on était à 8 dixièmes. En qualif sprint, on était à 6 dixièmes. Puis ensuite, en qualif pour la course, on était à 4 dixièmes. Comme quoi, Ferrari est en train de comprendre de plus en plus la gestion électrique de cette monoplace. La stratégie de gestion du déploiement de l'énergie a été changée entre la qualif sprint et la qualification principale. Ferrari, c'était très simple pour eux de le comprendre. Ils étaient très forts dans le S2. Et ça, même, je vous le dis depuis la semaine dernière, la Scuderia Ferrari, la SF26, est selon moi la meilleure voiture dans les virages. Et ça s'est même confirmé avec George Russell. George Russell l'a dit lui-même lors du Grand Prix. La Ferrari est très forte dans les virages. Ils sont très forts au bon endroit. Ce sont les mots de George Russell. Et là, en l'occurrence, ils étaient très bons dans le S2. Donc, ils se sont dit quoi? Si on est très fort dans le S2, on va limiter le déploiement de l'énergie dans le S2 et remettre cette énergie dans le S3, là où la Mercedes est la plus forte. Et l'écart en qualification, c'est tout de même réduit. Donc, vous voyez, on est tout de même en phase d'apprentissage. Autre aspect de l'apprentissage, et on va parler de l'aileron Macarena qu'on a pu voir que lors de la première séance d'essai libre. Ferrari a décidé de ne pas le réutiliser. C'est tout à fait normal, selon moi. C'est un prototype, je le rappelle. Il y a 3 prototypes de cet aileron arrière qui devraient arriver d'ici Bahreïn. D'ailleurs, Frédéric Vasseur nous a clairement annoncé qu'il allait avoir un gros package d'ici Miami, mais cet aileron, il va falloir le comprendre. Donc c'était beaucoup trop risqué de le mettre lors de la qualif sprint ou même lors de la qualification principale. Je comprends les réticences de Ferrari, ils sont en total apprentissage, donc il faut essayer d'optimiser au maximum ces pièces et surtout il faut prendre le temps de les comprendre. Et d'ailleurs, là, je suis en train de vous parler d'évolution et Ferrari a apporté une légère évolution aérodynamique. Alors 2 petites ailettes qu'on peut voir sur le pilier du halo qui devraient permettre à l'air, vous savez, de remonter un petit peu, de passer au-dessus du casque de pilote pour limiter les perturbations aérodynamiques. Ferrari me surprend de plus en plus, hein. Véritablement, c'est l'une des équipes qui ramène le plus d'évolution et ça fait plaisir à voir. Le gap avec Mercedes ne sera vraiment pas facile à réduire, mais en tout cas, moi je garde espoir concernant la Scuderia. Ce que je vois en ce début de saison n'est vraiment pas mauvais. Il leur en manque un petit peu au niveau du moteur, mais la voiture est très bien née. La plateforme aérodynamique de cette monoplace est probablement la meilleure plateforme de la grille, et mis à part cela, les pilotes ont l'air très à l'aise, et notamment un certain Lewis Hamilton. Je vous l'ai dit lors de la preview, attendez-vous à voir des podiums de la part de Lewis Hamilton, parce que Lewis Hamilton est très à l'aise. Le Lewis Hamilton que j'ai vu lors du restart de la safety car, mais mon Dieu, mais je vous jure, j'ai des flashbacks de 2021 qui me reviennent en tête, tellement on voit un Lewis Hamilton confiant, on voit un Lewis Hamilton agressif qui arrive à garder le rythme, à prendre les bonnes décisions au bon moment. Je ressens enfin, vous savez, cette peur qu'on ressentait en 2021 quand on pouvait voir Lewis Hamilton dans les rétroviseurs d'un pilote. On savait qu'il y allait avoir quelque chose. Je suis très heureux pour Lewis Hamilton, vraiment, c'est exactement ce qui lui manquait. Cette saison 2025 lui a fait extrêmement mal et j'aime pas voir, vous savez, un pilote aussi talentueux dans ce genre de situation. T'arrives dans une nouvelle équipe, c'est compliqué, t'as du mal à comprendre la voiture, le train arrière ne suit pas en 2025, là t'arrives en 2026, t'es beaucoup plus confiant et t'as moyen de montrer encore de très belles choses. Donc voilà, concernant Lewis Hamilton, très heureux de le revoir à son meilleur niveau. Charles Leclerc, je vais aussi le mettre dans les tops. Selon moi, il n'avait rien de mieux à aller chercher. Bon week-end dans l'ensemble, il termine 2e devant son coéquipier en course de sprint, il termine 4e derrière son coéquipier en course principale, c'est pas mauvais dans l'ensemble. On continue avec les prochains tops et là je vais mettre 3 pilotes ensemble. Pourquoi ensemble? Quel est le rapport entre ces 3 pilotes? C'est tout simplement la stratégie. Donc là, je parle de Lieberman, de Pierre Gasly et de Carlos Sainz. Les 3 pilotes se sont élancés en pneus médium. Ils se sont arrêtés au 11e tour pour les durs et ils sont allés au bout de ce Grand Prix et ça leur a plutôt bien réussi. Lieberman, déjà, franchement, c'est un pilote exceptionnel. Voilà, je tiens quand même à le dire. Il termine derrière les 2 Ferrari, pilote de la filière Ferrari. Je pense qu'un jour, il sera probablement dans cette Ferrari, mais là,
avec cette As, il fait de l'excellent travail, il la comprend très bien. On sent qu'il y a beaucoup plus de facilité pour le pilote anglais à trouver, vous savez, les bons réglages. Là, ça a rapporté une évolution, une légère évolution au niveau de la structure d'impact sur l'arrière de la monoplace. Donc on a rajouté une petite ailette juste à l'arrière, donc sûrement pour un meilleur flux aérodynamique à l'arrière. On continue avec Pierre Gasly. Pierre Gasly nous a fait du très grand Pierre Gasly. C'est longuement bagarré lors de ce Grand Prix, que ce soit avec les As, que ce soit Ole Berman ou même Esteban Ocon en début de Grand Prix, ou même avec Max Verstappen. Et je pense même qu'une P5 aurait probablement été possible, mais bon, on va pas refaire l'histoire, c'est déjà un très bon résultat. D'ailleurs, j'en profite également pour mettre son coéquipier, Franco Colapinto, qui termine à la P10, donc très bonne course du pilote argentin. Le pilote argentin qui est parti sur une stratégie différente, il s'est lancé avec les durs, puis ensuite au 33e tour, il est venu mettre les médiums. À la sortie des stands, il va y avoir un incident malheureusement entre lui et Esteban Ocon. Et c'est dommage, il était sur un très gros relais en dur, son relais en médium allait probablement lui permettre de revenir à des positions telles que la P9, P8, etc. Mais voilà, cet incident l'a un petit peu bloqué, on va dire, dans sa foulée. Et le troisième pilote qui était sur la même stratégie que Pierre Gasly ou même que Lieberman, c'est nul autre que Carlos Sainz, et ça lui a plutôt bien réussi, puisque Carlos Sainz, qui s'est lancé depuis la 17e position, a pu revenir jusqu'à la P9. Donc très bonne performance du pilote espagnol avec une voiture qui, je le rappelle, est encore beaucoup trop lourde, qui manque de puissance électrique et qui est par moments très instable dans les virages. Il y a aussi un autre pilote, voilà, je l'ai quand même oublié, mais je vais également le mettre dans les tops, c'est Liam Lawson. Liam Lawson qui était sur la même stratégie. Il s'est lancé depuis la 14e position, et grâce à la stratégie des médiums, et on s'arrête au 10e tour pour les durs, il a pu remonter jusqu'à la P7. Donc bonne performance du pilote Racing Bulls. Et d'ailleurs, Racing Bulls est l'une des écuries qui a rapporté certaines évolutions, puisqu'on a modifié les écopes de frein pour une meilleure circulation de l'air. Et en dernier top, je vais mettre, voilà, Isack Hadjar, très belle P8 à l'arrivée de ce Grand Prix. Il sauve un petit peu les meubles pour Red Bull, puisque de l'autre côté, on a un abandon pour Max Verstappen. Pour Isack, ça a été une course très difficile. Déjà, il prend un très mauvais départ. Il y a un accrochage avec Oliver Berman, donc il se retrouve directement dernier. Il rentre au stand pour les durs, puisque je rappelle qu'il est parti en soft. Max Verstappen et Isack Hadjar étaient les deux seuls pilotes à partir en soft, donc stratégie très agressive de la part de Red Bull. Une stratégie qui aurait pu fonctionner, mais une stratégie qui était très osée, on va dire. Donc il rentre au stand au deuxième tour pour les durs, il profite de la safety car pour re-rentrer au stand encore une fois pour les durs, puis ensuite il va remonter petit à petit, et c'est là où je le mets dans les tops, c'est par rapport à sa remontée. Il a fait énormément de dépassements pour se hisser jusqu'à la P8, donc bien joué Isack Hadjar qui marque ses premiers points avec Red Bull. Donc on est parti pour les flops. Alors les flops vont être assez rapides parce que j'ai pas vraiment de flop à vous donner par rapport aux pilotes. La plupart de mes flops, ce sont certaines équipes, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité. Il y a eu 7 abandons tout de même aujourd'hui. Alors au niveau des pilotes, je vais mettre Hülkenberg. Il y avait bien mieux à aller chercher, c'est dommage, il était pendant les 80% de la course dans le top 10, il se termine à la 11e place puisqu'il va se faire dépasser par Franco Colapinto à la toute fin du Grand Prix. Pareil pour Arvid Lindblad, le pilote britannique va malheureusement partir en tête à queue à la mi-course, qui va lui faire perdre beaucoup de positions, il ne pourra pas remonter. Prochain flop, Esteban Ocon. Alors Esteban, là c'est de plus en plus difficile. Entre le fait qu'il ne comprend pas la voiture de la même manière que son coéquipier, entre le fait qu'il se plaint systématiquement des réglages qui lui sont attribués. Aujourd'hui, on avait aussi le problème de la stratégie, puisque Esteban va s'élancer en dur alors que son coéquipier s'élancera en médium. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la meilleure stratégie était le médium dur aujourd'hui. Donc il va perdre beaucoup de temps, et mis à part cela, il y aura cet accrochage avec Franco Colapinto. Esteban va le dire lui-même, il va dire que voilà, je suis fautif. Il arrive à l'épingle et il tente de prendre l'intérieur sur le pilote argentin. Il va perdre la monoplace et donc pousser le pilote argentin. Les deux vont partir en tête à queue. Voilà, c'est dommage pour Esteban. Il va repartir avec des dégâts. Il va rentrer au stand. Il va tenter même les tendre à la fin de ce Grand Prix, mais cela ne lui permettra pas de revenir. Esteban, c'est de plus en plus compliqué la situation. On sent qu'il y a tout de même un manque de confiance qui s'est installé chez Esteban depuis la saison dernière. Il faut vraiment que son écurie soit là pour le pousser, pour le soutenir lors de cette période, parce que ce n'est pas un mauvais pilote, loin de là. Voilà, Esteban a énormément de qualité, parce que là je vois qu'il se fait de plus en plus critiquer sur les réseaux sociaux, que là sur certains de ses posts Instagram. Je vous jure, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais il y a certaines personnes qui ne mesurent pas du tout leurs propos. C'est totalement inadmissible, encore une fois, d'aller insulter un pilote sur les réseaux sociaux. Je tenais, voilà, le signaler, à soutenir totalement Esteban Ocon. On a droit de ne pas aimer un pilote sur la piste,
Mais par contre, aller lui insulter sa famille, etc., à le menacer de mort sur les réseaux sociaux, c'est totalement inadmissible. Et on continue avec les prochains flops. Alors là, on est totalement sur les équipes qui ont abandonné. Je pense tout d'abord à Max Verstappen. Alors attention, c'est pas Max Verstappen que je mets dans les flops, hein. Il n'a rien à voir avec l'histoire, mais c'est Red Bull, un problème de fiabilité. Deuxième problème de fiabilité en 2 courses. La semaine dernière, c'était Isaac Hadjar. Là, c'est Max Verstappen. Ce n'est pas tellement acceptable. Dommage pour Max Verstappen. Il était plutôt bien en train de revenir, même s'il a connu un week-end très compliqué, à l'image de son coéquipier, avec une voiture qui n'est pas du tout, mais du tout équilibrée dans les virages. Une voiture qui part en sous-virage systématiquement. Une voiture qui dégrade les pneus. Cette voiture n'est pas mauvaise dans l'absolu. Elle a un plutôt bon déploiement de l'énergie. Mais malheureusement, ce qui flanche, c'est l'aérodynamique. Voilà, dans les virages, c'est beaucoup trop juste. Dans les virages, j'ai même envie de vous dire que la Racing Bulls peut rivaliser avec la Red Bull. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu puisses donner ce genre de voiture à un quadruple champion du monde. Donc il va falloir trouver des solutions, mais Red Bull doit absolument se concentrer pour améliorer l'aérodynamique de cette voiture. On continue avec les prochains flops, c'est à peu près pour les mêmes raisons que Red Bull. Tout d'abord, Gabriel Bortoleto, c'est dommage. Encore un problème de fiabilité pour Audi, on s'y attendait. La semaine dernière, c'était Nico Hülkenberg. Cette semaine, c'est Gabriel Bortoleto. Pareil pour Alexander Albon. Alexander Albon qui n'a même pas pu prendre le départ de ce Grand Prix. Sans oublier Aston Martin, bien sûr il y a eu l'abandon de Lance Stroll, mais n'oublions pas non plus Fernando Alonso qui a abandonné après 33 tours. Il pouvait même plus mettre ses mains sur le volant, tellement la voiture était en train de vibrer. Et cette image veut absolument tout dire, hein. La saison va être très longue, hein, si Aston Martin ne trouve pas des solutions, parce que là il leur faut du kilométrage, il faut apprendre de la monoplace. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que Aston est en train de perdre de très très gros points parce que je pense qu'il y a du potentiel à retirer de cette monoplace. Et j'aimerais terminer sur McLaren. Bon, McLaren, il y a un manque de compréhension qui se fait ressentir au niveau du moteur. Et là, je trouve que c'est tellement aléatoire ce qui est en train de se passer chez McLaren. Je comprends pas. Je comprends pas, j'ai l'impression que les pilotes ou même l'écurie sont tout le temps surpris de ce qui est en train de se passer. La semaine dernière, Oscar Piastri qui se fout dans le mur lors du tour de mise en grille, il nous dit que la voiture a fait quelque chose qu'il n'attendait pas du tout. Là, lors de ce week-end, les deux McLaren ne peuvent même pas participer au Grand Prix, ils ne sont même pas sortis du garage. Et en plus de cela, d'après ce qu'on nous a dit, sur 2 problèmes différents. Alors 2 problèmes qui sont tout de même liés au moteur et surtout au système électrique. Mais bon, la finalité est la même. Les deux McLaren ont dû abandonner. Alors je vais vous donner quand même une stat assez effrayante concernant McLaren. Bon, si on ne compte pas la course sprint, Oscar Piastri, il n'a pas fait un seul tour sur 2 Grands Prix. C'est chaud quand même. Ça fait des tours en moins d'apprentissage sur ce moteur Mercedes. McLaren se plaint bien exactement du manque d'informations. Donc ces informations, il faut les chercher sur la piste. Et là aujourd'hui, ça n'a même pas pu être le cas. Donc dommage pour McLaren. J'ai vu quelques signes d'amélioration lors du week-end. Il va falloir que cela se confirme dans 2 semaines dès le Grand Prix du Japon. Donc on en a terminé les amis pour les top flops de ce Grand Prix. N'hésitez surtout pas à me mettre les vôtres dans les commentaires. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. N'oubliez pas également de booster la vidéo si vous en avez la possibilité. Je vous en remercie d'avance. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.